Niccolò Machiavel est souvent dépeint comme un méchant dans l'histoire, et ce n'est pas sans raison. Il a remis en question les normes morales établies, rejeté les doctrines chrétiennes et interrogé la nature même de la bonté. Plutôt que de défendre les vertus traditionnelles, Machiavel a conçu une approche systématique où la cruauté et la tromperie deviennent des méthodes acceptables pour conquérir et conserver le pouvoir. Sa philosophie est un mélange complexe de contradictions, alliant des vérités profondes à l'approbation de comportements impitoyables et d'une détermination sans faille. Pourtant, en creusant au-delà de son étiquette controversée, on découvre des observations troublantes mais pertinentes sur le fonctionnement du monde moderne et sur la manière d'y évoluer. Pour comprendre véritablement les concepts de Machiavel, il faut considérer sa vie et la période historique qu'il a traversée. Né en 1469 à Florence, il a été témoin d'une époque marquée par de fortes turbulences politiques et des troubles sociaux. Bien que sa famille ait des racines nobles, son père Bernardo, malgré des relations influentes, était le moins riche de la lignée. Bernardo était un avocat en difficulté, souvent sans emploi, et exerçait peu de pouvoir réel malgré ses liens sociaux. Les influences contrastées de ses parents ont également façonné la vision de Machiavel. Le doute religieux de son père s'opposait à la foi profonde de sa mère, qui composait des hymnes et des poèmes, lui offrant très tôt un regard pragmatique et critique. À cette époque, Florence se présentait comme une république, gouvernée par des idéaux démocratiques. La ville était dirigée par 8 officiers, appelés priori, supervisés par une figure comparable à un premier ministre. Ces dirigeants étaient élus tous les 2 mois, par tirage au sort, seuls les hommes les plus respectés et accomplis de la ville étant éligibles. Ce système visait à assurer une rotation régulière du pouvoir, empêchant toute classe ou faction de le monopoliser. Cependant, dans la réalité, le gouvernement était profondément défaillant. Les changements constants à la tête entraînaient des politiques incohérentes et une gouvernance perturbée. C'est dans ce contexte que la puissante famille de Médicis est intervenue, truquant le tirage au sort pour s'assurer que leurs alliés détiennent toujours le pouvoir. Ainsi, bien que Florence fût officiellement une république, elle fonctionnait en réalité comme une dictature déguisée. Bien que l'Italie ait connu moins de guerres que d'autres régions européennes, des conflits survenaient néanmoins par intermittence. Contrairement aux guerres territoriales répandues ailleurs, les dirigeants italiens engageaient souvent des mercenaires et changeaient fréquemment d'alliance pour profiter des opportunités. Machiavel a grandi dans une société où la perception publique du pouvoir était totalement déconnectée de la réalité politique. Dès son plus jeune âge, il a été témoin direct du chaos et de la corruption qui gangrenaient la politique. Il a aussi appris les conséquences sévères de l'échec. Alors qu'il avait presque 9 ans, il a vu des conspirateurs contre les Médicis suspendus la tête en bas devant le bâtiment principal du gouvernement, laissé à pourrir pendant des semaines. Un rappel brutal de la nature impitoyable du monde politique qui l'entourait. Ces expériences ont profondément marqué Machiavel et orienté son avenir. Bien que peu d'informations existent sur sa jeunesse, il est établi qu'il a reçu une solide éducation. Lorsque la famille de Médicis fut expulsée en 1494, Machiavel obtint un poste au sein du gouvernement florentin, travaillant d'abord à la rédaction de documents officiels. Sa carrière progressa rapidement, et à 28 ans, il fut nommé secrétaire de la seconde chancellerie, l'un des principaux bureaux gouvernementaux de Florence, ainsi que secrétaire des 10 de guerre, un organisme chargé des affaires étrangères et de la préparation militaire. Les raisons exactes de sa rapide ascension restent floues, car aucun document n'explique ses promotions. Bien que beaucoup minimisent l'importance politique de Machiavel en le qualifiant d'échec, cette perspective néglige la solidité de ses débuts. Pendant plus de 10 ans, il fut le principal diplomate de Florence. Même s'il ne réalisa pas d'exploits monumentaux, il est difficile de lui en tenir rigueur, sachant que Florence était la plus faible des principales cités-États italiennes durant une période très instable. En 1512, la République florentine s'effondra et les Médicis reprirent le pouvoir. Soupçonnant Machiavel d'avoir participé à une conspiration contre eux, les Médicis l'emprisonnèrent, le torturèrent,
puis l'exilèrent l'année suivante. Durant cet exil, Machiavel écrivit son œuvre la plus célèbre, Le Prince. Bien qu'il ait rédigé d'autres ouvrages, Le Prince reste son texte le plus emblématique et influent, et il servira de base à une grande partie de notre exploration de la philosophie machiavélienne. Le Prince fut conçu comme un manuel destiné aux dirigeants, spécifiquement adressé à Lorenzo de Médicis, alors chef de la puissante famille Médicis, un point que nous approfondirons plus tard. À cette époque, la pensée politique dominante considérait que la grandeur d'un dirigeant se mesurait à sa vertu et à son caractère moral. Bien que ces idéaux ne soient pas toujours appliqués dans la pratique, ils dominaient la philosophie politique. L'œuvre de Machiavel rompit complètement avec cette vision traditionnelle. Il affirma que pour un dirigeant, la priorité absolue était de sécuriser et conserver le pouvoir. Le succès ne se mesurait pas à la bonté, mais à la capacité de bâtir un État fort et stable. Ce faisant, Machiavel sépara nettement la politique de l'éthique. Son livre n'était pas un guide pour mener une vie vertueuse, mais un manuel pour garder le contrôle et exercer efficacement le pouvoir. Dans ce cadre, il rejeta la vision morale chrétienne et considéra l'éthique conventionnelle comme secondaire. Il ne niait pas l'existence de la morale, mais soutenait qu'un dirigeant ne pouvait pas toujours agir moralement s'il voulait réussir. Ce type de leadership exigeait de l'audace et souvent une certaine cruauté et hardiesse. Pourtant, Machiavel considérait ces qualités comme essentielles pour maintenir l'autorité. Il aurait pu atténuer son message en disant quelque chose comme « Il faut agir ainsi pour conserver le pouvoir, mais cela ne signifie pas que le pouvoir en soi est intrinsèquement bon. » Il aurait aussi pu manifester du mépris envers ceux prêts à conserver le pouvoir par de tels moyens, ce qui lui aurait évité beaucoup de critiques, tout en conservant son argument central. Tout au long de ce court livre, Machiavel déconstruit systématiquement les idées traditionnelles sur la morale et présente à la place un portrait troublant, mais souvent étonnamment précis, du fonctionnement réel du pouvoir. Un exemple emblématique est César Borgia, fils du pape Alexandre VI, qui, avec le soutien de son père, était en train de créer un nouvel État près de Florence. En 1502, Borgia prit le contrôle de la région et s'empressa d'étendre ses territoires. Pour conserver son autorité sur la ville récemment conquise, il laissa son lieutenant de confiance, Ramiro de Lorca, en charge, lui ordonnant d'établir l'ordre par tous les moyens nécessaires. Borgia accorda à Lorca une totale liberté pour exercer la cruauté comme bon lui semblait. Lorca ne perdit pas de temps à appliquer ces mesures sévères. Sous son régime, des hommes furent exécutés publiquement devant leur famille, des biens furent confisqués, et toute opposition fut écrasée sans pitié. Les résistants subissaient des punitions brutales, notamment la castration. Au fil du temps, la ville vécut un règne de terreur. Les habitants, vivant dans une peur constante, en vinrent à détester Lorca, et par extension, Borgia lui-même. À son retour, Borgia comprit que la dureté de Lorca avait suscité un profond ressentiment parmi les citoyens. Des mois de brutalité avaient refait de Lorca un symbole de tyrannie, et cette haine généralisée menaçait la réputation de Borgia. Dans une manœuvre calculée pour préserver son image, Borgia imagina un plan impitoyable. Une nuit silencieuse, il ordonna à ses hommes d'arrêter Lorca et de l'exécuter. Le corps de Lorca fut atrocement coupé en deux, et sa tête tranchée fut exposée sur un poteau sur la place principale de la ville. Le lendemain matin, les habitants découvrirent le cadavre mutilé de Lorca, exposé publiquement. Loin d'être horrifiés, ils ressentirent un soulagement et même une satisfaction face à la mort de l'homme qui les avait terrorisés si longtemps. Profitant de l'occasion, Borgia se montra devant la foule et, par un mensonge délibéré, affirma que Lorca avait agi de son propre chef, abusant de son pouvoir et commettant des atrocités sans son approbation. Il dépeignit Lorca comme un sadique dérangé qui avait trahi la confiance du peuple, justifiant son exécution comme une mesure nécessaire pour protéger la ville. Avec un froid calcul, Borgia se présenta comme le sauveur de la population, nettoyant sa propre réputation au prix du sacrifice de l'un de ses alliés les plus fidèles. Dans Le Prince, Machiavel exprime une profonde admiration pour Cesare Borgia, qu'il considère comme l'exemple parfait du leadership efficace.
Bien que Machiavel reconnaisse la valeur de la bonté, il insiste sur le fait qu'un dirigeant ne peut pas se permettre d'être vertueux en permanence s'il veut réussir. Pour lui, la politique est une lutte implacable où la cruauté et la rigueur sont souvent indispensables. Machiavel affirme qu'un chef ne peut pas se limiter à la compassion, la loyauté, l'humanité ou l'honnêteté. L'exercice du pouvoir demande souvent le contraire: cruauté, trahison, inhumanité et parfois même tromperie. Il pose une question fondamentale: vaut-il mieux pour un dirigeant d'être aimé ou craint? Bien qu'il concède qu'idéalement un leader devrait être les deux, Machiavel soutient qu'en réalité il est plus sûr d'être craint. Selon lui, les gens sont imprévisibles et inconsistants. Certains sont peureux, d'autres malhonnêtes, et beaucoup peuvent être facilement influencés ou corrompus, peu importe à quel point ils prétendent être loyaux envers un leader. En revanche, la peur est fiable. La menace de la punition est un outil concret qui maintient les individus dans l'obéissance. L'affection peut disparaître, mais la peur perdure. Modifier les croyances des gens est un défi bien plus ardu que d'instiller la peur. Machiavel soutient que l'amour échappe au contrôle d'un dirigeant, mais que la peur peut être gérée et dirigée. Toutefois, il met en garde contre une ligne fine: la peur est utile, mais la haine doit être évitée à tout prix. La haine, avertit-il, engendre complot et assassinat. Si la violence est nécessaire, elle doit être exercée rapidement et discrètement afin d'éviter une rancune profonde parmi la population. Pour Machiavel, le leader idéal est celui qui est aimé lorsque c'est possible, craint quand c'est nécessaire, mais jamais détesté. Niccolò Machiavel n'hésitait pas à abandonner l'honnêteté si la situation l'exigeait. Bien qu'il reconnaisse que l'honnêteté est une qualité noble, il soutenait qu'elle est souvent peu pratique pour ceux qui cherchent à conserver le pouvoir. Selon lui, un dirigeant astucieux, qui déjoue ses rivaux par la ruse et la stratégie, est bien plus efficace que celui qui insiste pour toujours dire la vérité. La tromperie, le non-respect des promesses, le mensonge et même la trahison sont des tactiques acceptables dans sa philosophie. Puisque les circonstances évoluent constamment, un leader doit être suffisamment flexible pour réviser ses engagements en fonction du moment. Bien que cela puisse poser un problème moral, Machiavel considérait cela comme essentiel pour garder le pouvoir et renforcer l'État. Il remet également en question la nécessité de la vérité, soulignant que les autres finiront inévitablement par vous mentir. Être constamment honnête, dit-il, reviendrait à se désarmer alors que vos ennemis utilisent toutes les armes disponibles. Ce rejet pragmatique de l'honnêteté est renforcé par sa conviction qu'un leader n'a pas besoin de posséder véritablement des vertus, mais simplement d'en donner l'apparence pour gagner la faveur du public. Machiavel insiste sur deux choses essentielles: une image crédible et des résultats concrets. La plupart des gens, note-t-il, jugent leurs dirigeants d'après ce qu'ils voient et entendent, sans avoir souvent accès à ce qui se passe en coulisses. Par conséquent, l'opinion publique repose sur la perception plutôt que sur une compréhension approfondie des actions du leader. Le discours d'un leader doit paraître guidé par la vertu, car c'est ainsi que le public le jugera. Parallèlement, ces actions seront évaluées à l'aune des résultats obtenus et non des méthodes employées. Et comme le souligne Machiavel, l'honnêteté seule ne garantit pas le succès. Les qualités morales, telles que la vertu, ne sont pas les facteurs déterminants dans la lutte pour le pouvoir. C'est là le fondement de l'héritage de Machiavel, ou du moins la réputation qui l'a rendu si célèbre. Sa vision n'est pas intrinsèquement cruelle, mais accepte la cruauté comme une option nécessaire, embrassant le mensonge, la tromperie et la violence lorsque cela est requis pour atteindre ses objectifs. Ce que beaucoup qualifient de cynisme, Machiavel préférait l'appeler réalisme. Dans plusieurs passages de ses écrits, Machiavel affirme que les êtres humains sont naturellement égoïstes, menteurs et peu fiables. Par conséquent, pour survivre dans un tel monde, un dirigeant doit être tout aussi rusé et habile. Cependant, réduire la pensée de Machiavel à cette vision simpliste, c'est passer à côté des réflexions plus profondes et troublantes qu'il proposait. Il a aussi rejeté avec force le christianisme comme solution efficace aux difficultés de la vie. Dans Le Prince, il écrit avec mépris:
Je vois que beaucoup de gens ont cru et croient encore que le monde est gouverné par Dieu et la fortune, et que peu importe l'intelligence des hommes, ils ne peuvent rien changer à cela ni se protéger. Avec cette déclaration, ils se moquent presque de la croyance selon laquelle notre destin est contrôlé par des forces divines. D'une certaine manière, cette perspective est libératrice. Elle implique que c'est vous qui tenez les rênes de votre vie, et non une puissance surnaturelle. Donc, vous devez agir en conséquence. L'approche de Machiavel est pragmatique et directe, et ses réflexions dépassent le cadre de la politique pour toucher à la vie elle-même, qu'il considère comme une lutte constante entre la vertu et la fortune. Tout au long du Prince, il évoque fréquemment le concept de vertu, que l'on pourrait d'abord confondre avec la morale ou la bonté. Pourtant, ce serait une mauvaise interprétation. Machiavel ne s'intéresse pas à une simple opposition entre le bien et le mal, mais plutôt à la réussite face à l'échec, à la force face à la faiblesse. Son idée de vertu n'a pas d'équivalent parfait en français, mais peut se comprendre comme un ensemble de qualités permettant à une personne d'atteindre ses objectifs. Cela inclut des traits tels que le courage, l'audace, l'intelligence, la ruse ou toute autre compétence nécessaire pour garantir le succès. Dans un sens plus large, la vertu représente la capacité d'agir et de contrôler son propre destin. Posséder cette qualité, affirme Machiavel, conduit à la véritable grandeur. Cette force est constamment mise à l'épreuve par la fortune, que Machiavel utilise comme symbole du hasard ou de la chance. Il suggère que la fortune gouverne environ la moitié de ce qui nous arrive, tandis que l'autre moitié dépend de notre vertu. Pour illustrer cela, Machiavel compare la fortune à une rivière qui déborde et détruit une ville ainsi que ses habitants. Cet événement représente le destin incontrôlable. Cependant, il soutient que nous pouvons réduire les dégâts en nous préparant, en construisant des digues et des barrages pour faire face à ces forces imprévisibles. En substance, la fortune ne nous domine que si nous le permettons. Être préparé, souvent grâce à la peur, est essentiel pour affronter les changements de la chance. Il met en garde contre le fait qu'une stratégie efficace aujourd'hui peut échouer demain, car la fortune est imprévisible. La vraie compétence réside dans la capacité d'adaptation. Pour Machiavel, il est crucial de modifier son comportement selon l'évolution des circonstances. Il faut soit prendre le contrôle, soit se laisser submerger. De plus, Machiavel reconnaissait l'existence d'un instinct primal en l'homme. Il pensait que sous les comportements sociaux que nous affichons ou prêchons se cache une nature animale, poussée à satisfaire ses désirs à tout prix. Sur ce point, il était en avance sur son temps. Des psychologues, comme Carl Jung, appelleront plus tard cette part l'ombre, tandis que Freud la désignera comme l'inconscient. À l'instar d'autres philosophes, Machiavel estimait qu'il ne faut pas réprimer cette bête intérieure, mais qu'il ne faut pas non plus la laisser dominer. Le secret réside dans l'apprentissage à canaliser sa force et à l'utiliser à notre avantage. Agissez toujours avec éthique, bonté et justice quand cela est possible. Cependant, dans la poursuite d'un objectif, adoptez l'attitude d'une bête. Soyez comme un lion dont la simple présence effraie les hyènes et comme un renard assez rusé pour éviter les pièges. Se conformer rigidement aux lois, à la morale et aux coutumes ne vous mènera que jusqu'à un certain point. Machiavel nous offre une réflexion stimulante en distinguant le monde tel qu'il devrait être de celui tel qu'il est réellement. Cette distinction, selon moi, est l'un des aspects les plus saisissants et exacts de son enseignement. Il nous met en garde. Si vous agissez selon une vision idéalisée du monde, en ignorant son fonctionnement réel, vous vous dirigez droit vers l'échec. Il affirme que le monde n'est pas une utopie. Bien qu'il comporte des éléments positifs, il est loin d'être entièrement vertueux. Mensonges, tromperies et dangers sont omniprésents, et il faut être prêt à les affronter avec force et résilience. Accepter le monde tel qu'il est réellement, plutôt que tel que nous voudrions qu'il soit, augmente considérablement nos chances de survie et de réussite. À mon avis, c'est là le cœur de la pensée machiavélienne, au-delà des étiquettes de mal ou de méchanceté. Pourtant, mettre ces idées en pratique ne va pas sans difficulté.
Machiavel a écrit Le prince comme un cadeau destiné à Lorenzo de Médicis, chef de la puissante famille Médicis, dans l'espoir de regagner leur faveur et d'obtenir un poste. Il faut rappeler que cela se produit après que Machiavel ait été emprisonné, torturé et exilé par cette même famille. Cependant, il n'a jamais obtenu le poste qu'il convoitait. Lorenzo n'aurait apparemment jamais même lu Le Prince, et même s'il l'avait fait, il est douteux que Machiavel ait été nommé. Machiavel a compris que, aussi brillantes que soient ses idées sur le papier, elles pouvaient n'avoir de valeur que littéraire, plutôt que d'être des conseils politiques pratiques. En défendant des tactiques comme la tromperie, la trahison, la cruauté et l'opportunisme, sa propre philosophie s'est sabotée. Qui voudrait avoir un homme avec de telles convictions à ses côtés? Comment faire confiance à quelqu'un qui prône ouvertement des comportements aussi impitoyables et antisociaux? Exposés ainsi, ces principes deviennent des raisons d'isolement. En adoptant cette vision du monde, Machiavel a apparemment sacrifié son acceptation sociale. Qui lit Le Prince et souhaite devenir ami avec Niccolò Machiavel? La réponse est, compréhensiblement, presque personne, bien qu'on puisse soutenir qu'il vaut mieux l'avoir comme allié que comme adversaire. Au final, sa carrière politique n'a jamais atteint une grande envergure. Il n'a pas rédigé de constitution révolutionnaire, mené de révoltes, ni gouverné des villes ou des États, malgré sa grande théorisation sur le pouvoir et la gouvernance. Machiavel n'a jamais véritablement démontré une grande habileté à appliquer efficacement ses propres idées. En réalité, rien n'indique clairement que Machiavel ait jamais agi de manière véritablement machiavélique durant sa vie. Il est possible qu'il ait manœuvré avec une telle subtilité et prudence que l'histoire ne les ait pas remarqués, mais les documents disponibles ne soutiennent pas fortement cette hypothèse. Après l'échec entourant le prince, il s'est retiré des grandes ambitions politiques pour se consacrer davantage au plaisir personnel. Machiavel a eu plusieurs liaisons amoureuses et a rapidement rencontré le succès en écrivant des comédies mêlant romance et satire. Pourtant, son ambition la plus profonde restait de revenir sur la scène politique. À un moment donné, un parent éloigné de la famille de Médicis l'a sollicité pour conseiller sur un éventuel conflit entre la France et l'Espagne. Sa mission était de superviser la défense de Florence. Cependant, lorsque les troupes espagnoles ont avancé, elles se sont contentées d'encercler la ville avant de piller Rome sans rencontrer de résistance significative. Les Médicis perdirent de nouveau le pouvoir, et Machiavel tomba en disgrâce, se retrouvant sans emploi et sans influence politique. Il tomba bientôt malade et mourut, n'ayant jamais atteint le statut politique qu'il avait longtemps désiré. Bien que sa carrière politique ait été plutôt modeste, l'influence de Machiavel sur l'histoire est incontestable. Ses écrits, en particulier Le Prince, ont laissé un héritage profond. Publié à titre posthume, ce livre suscita rapidement la controverse. Un cardinal anglais alla jusqu'à affirmer que l'ouvrage avait été écrit par le diable en personne, et le pape Paul IV le fit immédiatement interdire. Pendant ce temps, en France, lors d'une période de violents conflits religieux entre protestants huguenots et catholiques, le pays était gouverné par le jeune et fragile roi Charles IX. Cependant, le véritable pouvoir était entre les mains de sa mère, Catherine de Médicis. Originaire de Florence, elle était la fille de Lorenzo de Médicis, précisément la personne à qui le prince avait été initialement dédié. En 1572, la Saint-Barthélemy entraîna le massacre de milliers d'Huguenots, et Catherine fut tenue responsable de ce carnage. Un survivant, Jean de la Gicella, rédigea un livre qui cimenta la réputation de Machiavel en tant que méchant. Il y dépeignit Catherine comme une fervente admiratrice des enseignements de Machiavel et présenta ce dernier comme l'incarnation de la cruauté et de la méchanceté italienne. Cette interprétation déformée des œuvres de Machiavel se répandit rapidement. De nombreux lecteurs, mal comprenant ses idées et les sortant de leur contexte, commencèrent à associer sa philosophie à la sauvagerie et à l'immoralité. Cette vision erronée devint la perception dominante du public. Le livre de La Gicella fut traduit en latin
et en anglais bien avant que Le Prince ne soit accessible dans ces langues, ce qui permit à cette image négative de Machiavel de s'infiltrer dans la culture populaire. Avec le temps, l'archétype machiavélique devint un personnage récurrent dans les arts, notamment au théâtre et en littérature, associant le nom de Machiavel au mal. Pourtant, ce que Machiavel soutenait réellement, c'est que l'éthique chrétienne et le pragmatisme politique ne vont pas toujours de pair. Aujourd'hui, beaucoup seraient probablement d'accord avec cette réflexion, mais à son époque, ces idées furent largement mal comprises. Bien que controversée dès le départ, la philosophie de Machiavel a été adoptée par des politiciens du monde entier. Ces concepts ne s'appliquent pas uniquement aux dirigeants vertueux ou corrompus, ni aux dictateurs ou aux démocrates. En de nombreux points, ces réflexions ont anticipé, voire contribué à façonner, la politique moderne en décrivant avec justesse les stratégies qui gouvernent les coulisses du pouvoir. De nos jours, les politiciens ressentent toujours le besoin de projeter une image morale et, lorsque cela est possible, d'agir selon des normes éthiques. Pourtant, il est impossible d'ignorer l'écart évident entre l'éthique et les objectifs politiques, quelle que soit l'idéologie ou la position politique. Cette constatation est difficilement contestable. Personnellement, je n'ai jamais trouvé les débats initiaux sur Machiavel particulièrement captivants. Toutefois, en approfondissant ses réflexions sur la vie, la nature du monde et la manière de s'y orienter, on découvre une sagesse intemporelle, une sagesse que nous préférons souvent éviter d'affronter. Je reconnais que plusieurs des idées les plus cyniques de Machiavel me mettent mal à l'aise. Je ne voudrais jamais ressembler à un personnage comme César Borgia, ni être gouverné par une telle figure. Je crois fermement en la bonté fondamentale des êtres humains. Pourtant, j'imagine que Machiavel se moquerait de cet optimisme, affirmant que je suis prisonnier d'illusions, que je m'accroche à une vision idéalisée de ce que le monde devrait être, au lieu d'accepter ce qu'il est réellement. Les écrits de Machiavel se caractérisent par une détermination inflexible. Il ne se préoccupe ni de la vertu, ni de la morale religieuse, ni des loyautés personnelles. Toute son attention se concentre exclusivement sur une seule quête, le pouvoir. Bien que sa perspective ne parle pas à tout le monde, il y a quelque chose de saisissant dans cette détermination obstinée, même si elle ne correspond pas aux réalités quotidiennes de la plupart des gens. À l'instar de redoutables méchants, Machiavel incarne une menace. Suivre ses enseignements sans réserve peut être dangereux, mais les rejeter totalement pourrait s'avérer tout aussi risqué.